Bonjour à tous. Donc, merci d'être présent pour ce webinaire dédié à l'EIC Accélérateur. Je m'appelle Gorka Gorazureta, je m'occupe de la coordination du point de contact national EIC Accélérateur. Donc, on est une équipe de 5. On est les 5 présents aujourd'hui pour vous présenter le programme et répondre à vos questions. Donc, je vais laisser Carole prendre la parole pour se présenter. Bonjour, donc Carole Miranda, PCN IAIC Accelerator. Jérôme. On va faire dans l'ordre, effectivement. Bonjour, Jérôme Billet, PCN EIC Accelerator. Effectivement, nos autres casquettes sont indiquées à l'écran. Absolument. Donc, Christian Dubarry, PCN Accelerator et BPI France. Ravi d'être avec vous. Bonjour à tous, Gilles Le Cogan et également en double casquette PCN Accélérateur et BPI France. Donc voilà, on travaille tous ensemble. Donc, comme vous l'avez vu, je suis le seul à 100% au ministère. Les autres ont une double casquette. Ça permet de combiner les approches et les réseaux et les capacités, on va dire, et les compétences. Si vous voulez nous joindre, donc on a une adresse mail générique qui est indiquée là. On a un site internet, une liste LinkedIn et une liste relais. Donc, on vous diffusera la présentation et il y a des hyperliens. Vous pourrez facilement nous contacter ou retrouver les informations qui seront évoquées durant le webinaire. Donc, avant de rentrer dans le dur de l'EIC Accélérateur, juste une rapide présentation d'Horizon Europe, en fait. Donc, Horizon Europe, c'est le programme cadre de soutien à la recherche et à l'innovation de l'Union européenne. Il a commencé en 2021, il va aller jusqu'à 2027. Il y a 97,7 milliards, si je ne dis pas de bêtises, qui sont sur la table pour financer la recherche et l'innovation. 3 grands piliers et un 4e pilier d'y coucher. Le pilier 1 va être plutôt sur de la recherche fondamentale, plutôt vers la recherche, les chercheurs purs. Le pilier 2, donc c'est les problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne. On va avoir des consortiums essentiellement et c'est ventilé sur des clusters, donc sur des thématiques en fait, santé, culture, etc. Et le pilier 3, en fait, dans lequel s'inscrit l'EIC Accélérateur. Donc, l'EIC Accélérateur va être dans le Conseil européen de l'innovation. On a à peu près 10 milliards qui va au Conseil européen de l'innovation sur ces 7 prochaines années. Et en fait, en fonction des piliers, vous allez avoir des niveaux TRL différents, des niveaux d'implication, des types de candidatures différentes à considérer. Le pilier 1 va être plutôt des candidatures de chercheurs individuels. En pilier 2, ce sera plutôt donc des consortiums avec au moins 3 partenaires de 3 pays différents. Ce sont des consortiums même plus massifs. Et le pilier 3, en fait, le pilier 3, il est un peu atypique dans le sens où on va balayer tous les TRL du 1 à 9 et on va retrouver à la fois du monobénéficiaire et du consortium. Donc, pourquoi le pilier 3? Pourquoi le Conseil européen de l'innovation? Le constat qui était fait, c'est que l'Europe a de la recherche, de la science d'excellence, mais qui ne se concrétise pas par des entreprises innovantes, leaders sur le marché, on va dire. Donc, en fait, il y avait cette volonté de faire de l'Europe un leader de l'innovation, d'arrêter d'être à la traîne, ou en tout cas de devoir suivre des tendances technologiques imposées par d'autres pays. Et en fait, ces technologies, ce sont des technologies de dernière génération, donc c'est ce qu'on appelle la deep tech, donc des choses qui sortent des laboratoires de recherche ou qui sortent qui ont une forte intensité recherche pour arriver à un niveau de maturité important. Et l'Europe a décidé de soutenir ce type de projet massivement via l'EIC. Il y a aussi cette question de souveraineté technologique et il y avait le constat que l'Europe manque peut-être d'investisseurs prêts à prendre des risques importants pour financer des innovations risquées. Donc, il y a une action des forces publiques qui vont venir mettre de l'argent pour en fait inciter le secteur privé à suivre l'investissement public. Donc, on arrive sur l'EIC Accélérateur. Donc, ça s'inscrit dans le programme global de l'EIC, EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accélérateur. C'est la dernière marche sur l'EIC pour aider les entreprises. Donc, tout d'abord, un petit point de situation. C'est une question qui nous est souvent posée en fait. L'EIC Accélérateur a rencontré des blocages l'an dernier. Il y a eu des retards dans le versement des investissements et il y a eu en fait, suite à cela, une volonté.
une fronde menée par l'eurodéputé Christian Heller qui demandait en fait la suspension, enfin le blocage du budget 2023 tant que les problèmes d'investissement n'étaient pas réglés. Le processus d'investissement désormais est mis en place, les investissements sont en train de commencer à tomber, l'eurodéputé Christian Heller a retiré sa menace de blocage du budget, donc le budget a été voté, il est de 1,1 milliard d'euros pour 2023. Donc là-dessus, le programme est maintenu et désormais, on va dire que les investissements vont commencer à dérouler. Il y a eu des objectifs affichés de la part de l'EIC, voilà, les premiers paiements dans un délai de 4 à 5 mois sur la partie subvention et term sheet en 8 semaines. Donc, c'est des objectifs affichés et qu'on espère voir à chaque fois respectés. Je vais vous parler des investissements qui tombaient. Vous avez eu il y a eu quelques annonces ces dernières semaines, ces derniers mois. Le dernier en date, c'est Ganymede Robotics qui a annoncé la semaine dernière sa levée de fonds avec l'EIC qui prenait part. Au courant du mois de décembre, il y avait eu Lattice Medical qui avait fait une annonce également. Et un peu plus tôt, dans l'année 2022, donc il y avait Cypearl, c'était les premiers à avoir bénéficié de la partie investissement de l'EIC Accélérateur. Et quelques mois après, il y a eu Apix Analytics qui avait aussi annoncé l'action de l'EIC sur sa levée de fonds. Donc, l'EIC Accélérateur, en fait, maintenant qu'on a fait un petit point de la situation, vous avez entendu parler d'investissement. Oui, en fait, là, c'est un programme atypique parce qu'en fait, ça va mélanger de la subvention et de l'investissement. Donc, jusqu'à 2,5 millions de subventions et ou 15 millions d'investissements. On peut même envisager d'avoir plus de 15 millions d'investissements à condition d'être sur des sujets, on va dire, stratégiques pour l'Europe. À noter aussi, très important, que l'EIC n'a pas vocation à investir seul lorsque vous allez le demander, l'EIC Accélérateur. Donc, si vous demandez, par exemple, 15 millions à l'EIC, ça veut dire qu'en fait, vous avez à minima la volonté de lever 15 millions qui viendraient du secteur privé. Alors, c'est 50%, c'est vraiment un minimum. Il faut il faut considérer que l'EIC cherche un effet levier qui est plus important, donc il faudrait plutôt que l'EIC représente 20-30% du tour de table. Enfin, ça dépend des secteurs, mais voilà, gardez en tête que c'est pas quelque chose qui va agir seul. Il va falloir trouver de l'investisseur privé pour vous accompagner. Il peut y avoir de l'aide de la part de l'EIC, mais il n'empêche qu'il faut que vous-même vous ayez fait des démarches pour trouver des investisseurs privés, même s'ils ne sont pas prêts à l'instant T à investir. L'EIC, en vous soutenant, en fait, a vocation à débloquer l'investissement. Donc, atypique également au niveau des programmes européens, car monobénéficiaire. D'habitude, on est sur des consortiums. Là, c'est vous, votre projet, enfin votre société et votre projet qui va être soutenu par l'EIC. On est sur de l'innovation deep tech, donc on l'a déjà évoqué. C'est vraiment un point très important. Si vous êtes sur de l'innovation incrémentale, le l'EIC Accélérateur ne sera pas fait pour vous. Les évaluateurs, à un moment ou à un autre dans le processus de sélection, lèveront ce point-là et vous mettront dehors pour cette raison. Il faut vraiment être sur des choses qui n'ont, par rapport à l'état de l'art, en fait, qui sont très, très novatrices, très, très risquées. Sinon, ce n'est pas la peine de venir, on va dire, lutter sur l'EIC Accélérateur parce que ce sera, même si vous avez quelque chose qui a un fort impact, même si vous avez quelque chose que les investisseurs ne souhaitent pas investir, il faut, voilà, cet aspect deep tech qui est prépondérant. La couverture en termes de TRL, donc TRL, c'est le Technological Readiness Level. Ça va aller du TRL 5 jusqu'au TRL 9. Donc, TRL 5, c'est que vous avez eu votre preuve de concept, mais vous pouvez arriver plus tard sur l'EIC Accélérateur. Vous pouvez arriver au TRL 6, 7. Et ensuite, en termes de besoins financiers, en fait, comme je l'ai dit, l'EIC ne va pas intervenir seul, mais en fait, doit venir compléter de l'action d'investisseur. Donc, ce serait des investisseurs privés qui seraient réticents à venir vous soutenir parce que projet deep tech égale gros investissement égale gros risque. Donc, l'EIC vient dérisquer et là, les investisseurs se sentent moins seuls, on va dire, et sont prêts à suivre le tour de table et soutenir l'entreprise qui porte le projet. Donc, 4 modalités de financement possibles dans l'EIC Accélérateur. La principale, qui est un peu le cœur qui est demandé par la plupart des sociétés, c'est un peu la philosophie du programme, c'est le Blended Finance. Donc, c'est un mélange de subventions et d'investissement. Subvention, donc comme je vous l'ai dit au tout départ, 2,5 millions pour couvrir du TRL 5 à 8. Ça prend en charge 70% des coûts, à peu près tous les coûts sont éligibles. Il reste ensuite en fait une tranche de 30% qui peut être couverte par la partie investissement et sinon la partie investissement va couvrir en fait le TRL 9, le déploiement marché.
nouveauté de l'édition 2023, les small mid caps sont éligibles à l'EIC Accelerator. Alors, sous condition de croissance rapide et de pouvoir démontrer que les banques ne sont pas prêtes à les soutenir. Donc ça, c'est une des premières nouveautés à noter sur l'édition 2023 du programme. Le Grand First, c'est en fait un financement mixte, mais conditionné à l'atteinte de certains jalons techniques. Donc, pendant les 2 premières années du programme, l'atteinte de certains jalons débloquera la possibilité de discuter avec l'EIC de la possibilité d'obtenir l'investissement. C'est un programme, c'est une modalité de financement qui est assez demandée pour les entreprises du secteur de la santé. Parce qu'il y a beaucoup de risques à ce niveau-là, mais ça ne veut pas dire que c'est réservé à ce secteur-là ou que tous les projets du secteur santé doivent aller là-dessus, mais c'est souvent considéré pour ces projets-là. Et parfois aussi, c'est une modalité de financement qui est conseillée par le jury qui requalifie les projets. Ça, on en parlera après. 2 cas un peu plus marginaux, donc le grant only, c'est en fait, vous allez avoir que la partie subvention et vous devez pouvoir prouver à l'EIC que vous aurez les ressources financières pour atteindre le marché et le TRL 9. Là, en fait, il va falloir montrer que vous allez ou être acheté ou avoir déjà en fait des investisseurs qui sont prêts à faire l'intégralité du tour de table. L'EIC n'a pas vocation à vous abandonner en fait TRL 8 et donc en fait de ne pas atteindre son objectif qui est de traduire de la recherche d'excellence en produits disponibles sur le marché pour résoudre des problèmes mondiaux ou autres. Et l'equity only, donc c'est plutôt pour des cas particuliers, des sociétés qui auraient eu des grant only. On a eu dernièrement une société, CoreWave, qui a été lauréate de l'EIC Accelerator version pilote, qui a recandidaté, qui a été de nouveau lauréate et qui n'avait demandé que la partie investissement. Et là encore, il faut prouver l'absence de soutien du secteur bancaire. Donc, à nouveau, là, sur les petites nouveautés, donc sur 2021-2022, nous avions un volet open et 2 challenges. 2023, ça change. On a toujours ce volet open. Donc, quel que soit le projet que vous portez, même si ce n'est pas une thématique identifiée, vous pouvez la déposer à l'EIC Accelerator. C'est l'avantage comparé à aux appels du pilier 2, par exemple, où c'est des problématiques très, très identifiées, très, très précises. Là, vous pouvez porter à peu près tout ce que vous voulez. Et ensuite, on a 7 challenges qui sont beaucoup plus précis que ce qui pouvait exister par le passé et ils changeront chaque année. Ils sont détaillés sur la slide suivante. En termes de date de dépôt, donc il y avait une date hier. Ça arrivait très vite par rapport à la publication du board programme, etc. On n'avait pas eu le temps de faire un webinaire. De toute façon, elle était ouverte qu'en open et ensuite, on va retrouver les dates relativement classiques de l'EIC Accelerator fin mars, début juin, début octobre, où là, il y aura donc le volet open et le volet challenge pour candidater. Donc, en parlant des challenges et du volet open, donc là, vous avez la distribution en termes de budget des différents challenges. Il y en a 2 challenges que vous voyez en gras avec une petite étoile. En fait, ce sont des challenges où il a été bien précisé qu'il est possible d'aller chercher des investissements supérieurs à 15 millions. Je l'ai évoqué au départ. Dans le board programme, c'est également évoqué pour la partie générale et c'est en particulier évoqué, donc, ou en tout cas rappelé sur ces challenges-là. Ça montre bien que l'Europe a bien conscience que sur ces problématiques-là, il est peut-être nécessaire en fait d'aller chercher plus de 15 millions d'investissements auprès de l'EIC pour des projets. Donc, on a les semi-conducteurs, la technologie quantique et le spatial qui sont dans cette catégorie-là. À noter que pour la partie semi-conducteur et quantique, il y aura une volonté de garder en fait un 30% dans un équilibre budgétaire en quelque sorte sur les 2 volets. Ça fait un peu un challenge bicéphale, mais il y a cet équilibre de 30% qui est recherché, réservé à chacun. Ensuite, vous avez donc stockage de l'énergie, traitement du cancer, non pas traitement du cancer, les biomarqueurs pour le suivi du traitement du cancer, décontamination des surfaces et des aérosols, un challenge un peu plus BTP, on va dire, et ensuite un autre agriculture. Il y a des budgets indiqués pour chacun de ces challenges. Ils ne sont pas gravés dans le marbre dans le sens où si un challenge n'attire pas, on va dire, énormément de candidatures, le budget qui était attribué à ce challenge pourra être rebasculé sur d'autres. L'EIC a prévu d'organiser des webinaires sur ces challenges-là pour rentrer dans le détail et les présenter. On a les dates qui sont indiquées sur ce tableau-là. Il y a pour l'instant un seul challenge pour lequel la page internet a été publiée et il est possible déjà de s'y inscrire, c'est le challenge spatial. Pour les autres, on est en attente de la communication des choses. Pour celui sur la décontamination des surfaces et des aérosols, on n'a même pas encore de date.
Donc ça, c'est des informations qu'on vous communiquera sur la page LinkedIn et ou par la liste relais pour que vous soyez au courant et que vous puissiez vous inscrire à ces webinaires-là s'ils vous intéressent. Ensuite, on va rentrer sur le processus de candidature de l'EIC Accélérateur. Donc là encore, c'est un processus un peu spécial en plusieurs étapes. Premier point aussi à retenir, c'est que c'est ouvert à tous en termes de candidature. On n'est pas comme sur, il y a la continuité EIC Pathfinder, EIC Transition, EIC Accélérateur, mais à la différence du Transition où il faut avoir eu des programmes européens par le passé qui donnent accès à ce programme-là, l'EIC Accélérateur est ouvert à tous. Donc il y a certes des chemins préférentiels, on va dire, mais une société qui n'aurait jamais bénéficié d'un soutien EIC peut venir candidater à l'EIC Accélérateur. On découpe, on va dire qu'il y a 5 grandes étapes. On les a ventilées comme ça. C'est des étapes vraiment à passer, même si certaines, on va dire, sont plus ou moins conséquentes. L'étape 0 est assez rapide à passer. Donc, je parlais de l'étape 0. De toute façon, tout le process EIC Accélérateur, mis à part l'oral, se passe sur une plateforme en ligne. Donc, le lien sera disponible. Il y a un lien hypertexte sur la présentation. Vous y aurez accès à cette présentation. Donc, vous aurez juste à cliquer sur ce lien pour retrouver la plateforme. C'est continuellement ouvert pour le diagnostic. Une quinzaine de questions en anglais. Donc, il y a une question, en gros, une zone de texte de 1000 caractères. Vous répondez à cette question, etc. Donc, faites votre quinzaine de questions. C'est relativement rapide à faire. Et en fait, il y a une évaluation immédiate. C'est une intelligence artificielle, on met des gros guillemets, qui va venir en fait scanner votre texte et trouver des relations, des mots-clés avec des publications scientifiques, des brevets, etc. et va vous donner des notes si c'est plutôt une innovation incrémentale, disruptive, si elle est incrémentale, de quel niveau elle serait, etc. Et il y a également, en fait, donc ça vous donne une estimation de la pertinence vis-à-vis de l'EIC Accélérateur. Ça n'a rien on va dire, de rédhibitoire. Si l'intelligence artificielle vous dit non, vous n'êtes pas fait pour l'EIC Accélérateur, vous avez le droit de passer à l'étape suivante et de ne pas écouter ce qui est marqué là. Et grâce aux mots-clés en fait, qui sont analysés, il y a des suggestions d'autres programmes européens. Donc, ça peut être parfois intéressant lorsqu'on ne sait pas trop vers quoi on s'oriente de passer sur cette étape-là. Donc, étape short proposal, donc étape 1 auquel vous avez accès après avoir passé cette première étape. Donc, de nouveau, on continue sur la plateforme. À nouveau, c'est continuellement ouvert. Là, on a un peu plus de questions à traiter, une trentaine. Il y a une partie des questions qui sont communes à celles de la short. Donc, en fait, en ayant bien fait le remplissage de la short, vous aurez pré-mâché votre travail pour une fois que vous aurez bien fait votre travail pour le diagnostic, vous êtes pré-mâché le travail pour la short. Quelques éléments en plus à rajouter. Un pitch deck de 10 slides maximum. Vous ne pouvez pas en mettre plus. Et une vidéo de 3 minutes qui est là pour décrire le projet, présenter l'équipe dirigeante, que ça donne envie. Les jurés nous ont partagé leur vision, leur manière d'aborder les dossiers. Généralement, ils commencent par la vidéo, après ils vont passer au pitch deck et ensuite ils vont lire les questions. Le travail là est un peu plus conséquent, quelques jours à quelques semaines, ça dépend si vous travaillez seul, si vous êtes accompagné, votre connaissance, on va dire, des programmes européens, votre capacité à prendre en main la plateforme. L'évaluation se fait sous 4 semaines par 4 évaluateurs. Ils vous donnent un rapport d'évaluation qui est quand même assez détaillé à la fin, donc c'est assez intéressant, je pense, de passer cette étape-là. Il suffit en plus de 2 go pour en fait accéder à l'étape suivante de full proposal. Une fois que vous avez une fois que vous avez validé votre candidature, vous débloquez l'accès à la full proposal pendant 1 an. Donc, ça permet en fait d'aborder une candidature à l'EIC Accélérateur avec 12 mois d'avance. Vous pouvez vous dire à tel instant, on n'est pas prêt, on est peut-être un peu bas niveau TRL, où il faudrait qu'on ait des discussions un peu plus avancées avec des investisseurs, avec d'un point de vue réglementaire, etc. Enfin, peu importe, vous pouvez déjà débloquer la short et ensuite, comme ça, vous avez pendant 1 an la possibilité de travailler sur la full et de candidater. Vous avez également, une fois que vous avez validé, une fois que vous avez reçu un go, en tout cas, donc 2 go sur 4 en fait, à minima, donc un go global, vous avez 24 heures de coaching qui est offert par l'Europe. Donc, vous aurez accès à une plateforme sur laquelle se trouvent des profils de coachs européens. Vous pouvez faire des recherches avec des mots-clés pour trouver des personnes qui pourraient vous accompagner sur votre projet. Donc, vous pouvez mettre par exemple propriété intellectuelle,
stratégie de commercialisation, réglementaire, etc. Et vous aurez des profils qui se sont identifiés avec ces mots-clés. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, faire une demande de rendez-vous, vous échangez avec ces coachs et ensuite vous en sélectionnez un, celui qui vous plaît le plus. Et vous travaillerez avec, donc 24 heures payées par l'Europe, et il pourra vous aider à construire votre candidature. Il n'agit pas comme un consultant, il n'a pas vocation à monter votre dossier, il a vocation à vous aider à réfléchir sur des points durs que vous auriez identifiés dans votre candidature. Également, les coachs ne sont pas, on va dire, des experts du process de candidature. Donc, si vous avez des questions sur le fonctionnement des dates butoirs, des délais, etc., venez discuter avec les PCN. On a eu des cas d'entreprises qui ont suivi les conseils du coach et qui se sont plantés en fait sur des choses qui concernaient le process de candidature, qui ont dépassé le délai de 12 mois parce que ça avait été mal compris, des choses comme ça. Donc, pour toutes les questions, on va dire, propres à l'administratif, vous venez nous voir, les PCN, et on vous expliquera. Et si on n'a pas la réponse, on contactera le support. Voilà. Et passez par nous plutôt que vous fiez au coach sur ces questions-là. Ensuite, l'étape 2, la full proposal, c'est le gros morceau. C'est là aussi, quand on parlait de date butoir, ce sont les dates à respecter. Donc, la prochaine va être le 22 mars, ensuite ce sera au mois de juin et ensuite au mois d'octobre. Il y a une heure à respecter également, comme beaucoup de programmes européens, enfin, comme tous les programmes européens à ma connaissance, c'est 17 heures. Là encore, anticipé, on a des sociétés qui ont loupé le créneau de dépôt. Donc c'est bête, mais ça arrive. Et la plateforme connaît quelques ralentissements, donc essayez d'anticiper quelques heures avant pour faire un dépôt. Et aussi sur le délai de 12 mois. Donc, quand on a dit sur la short, vous avez votre résultat, vous avez 12 mois pour candidater. C'est pas plus. Donc, si vous dépassez ce délai de 12 mois, en fait, vous serez out et vous devrez repasser par la short pour redéposer en full. Donc, attention à ces choses-là. C'est des petits points, mais qui ont joué des mauvais tours à certains candidats. Donc, cette plateforme en ligne, vous allez cette fois-ci avoir entre 100 et 200 questions. Donc, c'est difficile de donner un nombre précis puisqu'en fait, en fonction, par exemple, du nombre de use cases que vous allez émettre, vous aurez pour chaque use case les mêmes questions qui seront dupliquées. Pour chaque risque que vous mettrez, il y aura des questions qui seront dupliquées. Donc, ça peut vite devenir beaucoup plus conséquent. C'est une plateforme qui, il faut le reconnaître, elle est assez lourde à monter. Il n'empêche que les choses qui sont demandées sont des choses qui sont assez classiques dans la création d'une entreprise. On va vous demander, par exemple, de faire une étude du paysage concurrentiel. On va vous demander d'identifier tous les risques pour votre société et les moyens de mitigation, de faire une ventilation sur les work packages, de décrire votre stratégie de propriété intellectuelle, votre équipe, les compétences manquantes et comment vous comptez les obtenir, le gender balance, on va dire les liens commerciaux que vous allez établir, la trajectoire financière de la société, les investissements que vous comptez lever. Enfin, il y a énormément de choses qui est demandé et je pense, enfin c'est pas juste je pense, c'est qu'on a eu des témoignages de certains candidats qui nous disaient voilà, en fait on pense avoir on a un peu souffert à monter le dossier, mais en fait on a quand même derrière une sorte de petite bible à garder sous la main où on va pouvoir retrouver en fait toute la stratégie de notre société pour les 6 mois, 18 prochains mois. Enfin, voilà, ça permet de poser par écrit et de vraiment rentrer dans un niveau de détail assez important. À côté de ces questions, vous allez avoir d'autres documents qui vous sont demandés. Un FTO, donc un Freedom to Operate, qui démontre votre capacité à pouvoir déployer votre innovation et qu'il n'y a pas de souci en termes de propriété intellectuelle. Un Data Management Plan, un Financial Information, une annexe de 10 pages et un pitch deck. Attention, ce pitch deck, c'est le pitch deck qui sera utilisé pour l'étape suivante. Vous ne pouvez pas le changer. Donc, un conseil, c'est essayer de faire un pitch avant de l'uploader parce que sinon, vous ne pourrez plus le changer. Enfin, vous ne pourrez plus changer. Une fois que la candidature, on aura dépassé l'heure butoir avec la date butoir, c'est terminé. Vous avez ce dossier-là et vous ne pourrez pas le changer quelques jours avant votre passage à l'oral parce que vous vous rendez compte qu'en fait, tel slide était inutile ou en fait mal présenté ou quoi. Après, c'est un exercice assez particulier, ce pitch, puisqu'il doit aussi servir un peu de read deck au vu du dossier. On sait que les évaluateurs ont tendance à lire cette présentation avant d'attaquer le dossier. C'est un peu, je me fais une idée de la société et ensuite j'irai sur la plateforme en priorité sur les zones que j'ai identifiées sur le pitch comme étant celles qui méritent le plus d'attention. Le temps de travail, là, il est beaucoup plus conséquent, donc de quelques semaines à quelques mois.
Évaluation 5 à 6 semaines, trois experts européens vont passer sur votre dossier, ils ne se concertent pas. Ils ont 3 critères d'évaluation, donc ça va être l'excellence, l'impact et la nécessité d'aide de l'Europe. Il faut un 9 sur 9. Donc là, il y a vraiment, c'est un peu l'étape qui est discriminante et qui va faire le tri dans les candidatures. Il y a des cas particuliers pour les redépôts, on va en parler sur l'une des slides suivantes. Donc là, c'est les critères dont je vous parlais sur l'évaluation. On voit sur l'étape 1 qu'il y a, on va dire, quelques points qui sont regardés en détail. Sur l'étape 2, ce sont tous les points qui sont regardés. Et on pourrait rajouter une autre colonne avec l'oral. Quand on arrive à l'oral, normalement, l'excellence est censée avoir été garantie, mais il arrive que des jurés remettent en question, par exemple, le côté disruptif de la technologie. Donc, ne soyez pas surpris si jamais vous arriviez aux oraux et on remet en question ce point-là. Ensuite, la partie orale. Donc là, actuellement, ça se fait en visio. Ils n'ont pas repris les oraux à Bruxelles et a priori, ce n'est pas envisagé. Donc, un oral sur Webex, vous allez avoir les résultats de votre passage ou pas de la foule et vous aurez un délai de 2 à 3 semaines avant de passer aux oraux. Ça dépend des cut-offs. Le cut-off de l'été, il y a un peu plus de temps pour se préparer, mais les autres, c'est généralement très rapide. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'anticiper sur cette partie préparation aux oraux. Donc oui, vous pouvez bloquer les 2 à 3 semaines avant l'audition pour faire de l'entraînement intensif. Il n'empêche que vous ne pourrez plus changer votre pitch. Donc, dans l'idéal, le pitch deck, il faudra l'avoir testé avant. L'exercice d'oral, c'est 10 minutes de pitch, 35 minutes de questions-réponses. En face de vous, vous avez entre 4 et 6 jurés de l'EIC. Parfois, à côté, il y a des personnes de l'EIC Fund ou des programmes managers qui peuvent aussi vous poser des questions, mais qui ne prendront pas part aux discussions de la décision ou non d'investir dans la société. C'est généralement un feu roulant de questions. Beaucoup sont tournés autour des stratégies commerciales, les finances, etc. Il peut y avoir aussi des questions techniques, en particulier quand il y a les programmes managers. Ce sont des choses auxquelles il faut se préparer. La décision, là, la différence des étapes précédentes où les jurés sont chacun de leur côté, là, ils sont tous réunis. Ils vont décider, en fait, ça va être un consensus. Donc, il y a des discussions qui s'engagent. Ça peut être directement, tout le monde a été convaincu, comme il y a une partie du jury qui est convaincue, une autre partie qui ne l'est pas. Et donc, ils vont discuter entre eux pour arriver à une décision finale. Au cours de ces discussions, et ça peut avoir aussi été suggéré pendant l'oral, il peut être évoqué un changement du financement que vous avez demandé. Je l'évoquais tout à l'heure, vous avez généralement les candidats qui demandent le financement mixte. Les jurys parfois disent « Ok, on considère que votre projet est encore trop risqué, donc on va vous requalifier en Grand First ». Donc en fait, l'obtention de l'investissement sera conditionnée à l'atteinte de certains jalons. C'est des choses qui peuvent arriver et qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Donc si on a des possibilités de changement des montants, peuvent estimer que vous avez demandé trop ou pas assez, requalifier. Rechiffrer votre projet. Là, vous allez avoir votre résultat sous 2 à 3 semaines après la fin de période des oraux. Je vous parlais tout à l'heure des règles de dépôt, de redépôt. Donc, c'est une nouveauté du programme 2023. Jusque-là, une société qui avait candidaté, qui avait obtenu un no-go, en full, par exemple, avait un délai qui était illimité pour redéposer. Ça a été changé, c'est désormais un délai de 12 mois. Donc, attention pour les prochains, on va dire les prochaines années. Les exceptions, c'est les candidats de 2021 et 2022. Un candidat qui avait eu une foule en 2021 auquel on avait dit vous avez un délai illimité pour redéposer. On ne peut pas lui dire bon, on est en 2023, donc en fait, votre délai de 12 mois est dépassé. Donc en fait, il aura jusqu'au dernier cut-off de 2023 pour candidater. Pareil pour les candidats de 2022. Aussi une nouveauté pour le Work Programme 2023. Il y aura une contestation en quelque sorte d'un no-go en full proposal. Donc si vous avez un 8 sur 9 et vous avez un 3 sur 3 en excellence, le critère sur lequel vous avez pris un no-go sera réévalué. Si le nouveau jury qui est attribué pour évaluer ce critère-là décide de requalifier le no-go en go, donc vous serez convoqué aux oraux. Ce ne sera pas les oraux de ce cut-off-là parce que le délai sera trop court ou l'évaluation interviendra après. Donc en fait, vous serez convoqué aux oraux de la prochaine session. Et ensuite, un petit rappel sur la règle de cooldown parce qu'elle n'a pas été très bien comprise par les candidats. Donc il faut 2 no-go pour une candidature à la même étape.
Donc, je prends l'exemple d'une société qui irait, par exemple, une première fois en full, qui reçoit un no-go, qui redépose, qui va aux euros, qui reçoit un no-go. Elle n'est pas en cooldown parce que ce n'est pas deux no-go à la même étape. Donc, elle peut retenter sa chance jusqu'à obtenir 2 no-go à la même étape. Et là, pendant 12 mois, elle ne pourra plus recandidater. Maintenant, un petit point sur les résultats en fait, de l'EIC Accélérateur. Donc, si on regarde l'année 2021 et l'année 2022, donc j'ai fait un peu le comparatif entre la France et l'Europe. On voit qu'on n'est pas les plus gros déposants. Donc, vous avez le nombre de dépôts en première ligne qui est indiqué, ensuite le nombre d'entreprises qui passent aux euros et le nombre de lauréats. Et à côté, entre parenthèses, vous avez le pourcentage en fait, des sociétés françaises. On voit que ce pourcentage augmente. En fait, les sociétés françaises ont un taux de succès qui est beaucoup plus important que la moyenne européenne. On entend souvent dire que le l'EIC Accélérateur, c'est très dur. Le taux de succès sera inférieur à 5%. C'était peut-être le cas sur le pilote où on pouvait faire autant de candidatures qu'on voulait, etc. Là, avec les règles qui ont été mises en place, avec les différentes étapes de sélection, nous, on regarde en fait pour faire le pourcentage de sélection entre les candidatures en full et le nombre de lauréats. On ne prend pas au niveau de la short parce que c'est continuellement ouvert et le fait d'avoir un go en short, les entreprises ne déposent pas forcément en full dans l'immédiat. Donc, ça fait une sorte de réserve là, donc on peut pas faire un tuyau où on peut établir clairement des statistiques, mais si on regarde voilà, entre la full et les lauréats, on est, nous, au niveau français, on était à 15% l'an dernier, on est à 12% cette année, alors que l'Europe est à 7%. Donc, quand on discute avec les jurés UIC, ils reconnaissent, les jurés des euros, que généralement les dossiers français sont très solides, très bien construits, peut-être un peu trop tech ou un peu trop le business est censé être autoporteur, donc ça c'est un peu des reproches, mais voilà, c'est quand même il y a une reconnaissance sur la qualité des dossiers français. En termes de taux de succès, si on fait la moyenne sur 2021-2022, au niveau européen, on est à 7,6, France 13,3. Aussi, le ticket moyen, on est le pays, je pense, qui demande le plus d'argent en fait par candidature. Donc, ça nous fait une moyenne à 7,2 et l'Europe est à 5,7. Là, vous avez le Data Hub. Donc, vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien qui est présent sur la présentation tous les lauréats européens. Donc, il y a des petits filtres à mettre pour trouver juste les lauréats de l'EIC Accélérateur, mais vous pourrez voir toutes les sociétés au niveau européen qui ont été soutenues, le type de financement qu'elles ont obtenu, les montants, le budget global de leur projet et un descriptif de leur projet. Ça peut vous aider à voir, par exemple, si vous avez un concurrent, mettons, qui a candidaté à l'EIC Accélérateur ou une société. Vous regardez les sociétés françaises, peut-être qu'il y a des sociétés que vous connaissez, que vous pourrez identifier avec lesquelles, et ensuite vous pourrez aller discuter. Pour les sociétés françaises, alors on nous a fait remonter qu'il y avait la question sur dans quelle thématique se trouvent-elles. Donc, je les ai ventilées, toutes les lauréats de l'année 2022 par thématique. Donc, si on regarde sur la santé biotech, c'est là où on a clairement le plus de lauréats. C'est pas propre à la France, même au niveau européen, il y a énormément de candidatures en santé. Enfin, énormément de candidatures et de lauréats en santé. Quelques noms bien connus, CoreWave que je mentionnais tout à l'heure, qui ont été lauréats du pilote et qui désormais ont recandidaté et sont lauréats de la version actuelle de l'EIC. Ils ont eu 15 millions d'investissements. Sonio, on en a beaucoup entendu parler dans la presse au mois de décembre quand ils ont reçu leur prix. Karma, c'est un cas un peu atypique, ils sont cotés en bourse, ils ont déjà fait des levées de fonds très importantes, mais ils ont été lauréats de l'EIC Accélérateur. Mais voilà, cas vraiment atypique, donc ne pas forcément se comparer à ce type de société, mais vous pouvez regarder d'autres profils, vous en connaissez peut-être dans le lot. Ensuite, dans le secteur industrie matériaux, donc là on en a un petit peu moins, on a par exemple Materop qui développe un ciment à base d'argile, Sakowin qui fait de l'hydrogène décarboné, ou en Dracula Technologies, c'est une société qui est pris à plusieurs reprises pour arriver à être lauréat à l'EIC Accélérateur. Donc, il ne faut pas se décourager sur un premier no-go. Il y a énormément de sociétés qui s'y prennent à plusieurs fois pour finir par être lauréat. Ensuite, dans le domaine du digital et spatial, donc on a quelques noms bien connus. Carnot qui vient d'annoncer une levée de fonds assez importante cette semaine. Kelabs qui est aussi qui au mois de décembre avait annoncé une levée de fonds avec l'EIC qui commence à intervenir dedans. Donc voilà, quelques noms bien connus. Et ensuite, en agriculture, environnement, il y a aussi des lauréats dans la green tech ou la food. Donc Greenovit, qui développe par exemple
on va dire des membranes à déployer dans en fait sous l'eau pour les chantiers sous-marins qui permettent d'éviter d'impacter la faune et la flore aux alentours. Donc voilà, on a une grande diversité, même s'il y a beaucoup de candidats en santé, il n'y a pas que ça. Donc il ne faut pas hésiter et après regarder aussi ce qui se passe au niveau européen. Donc le paysage français est très centré santé, mais il y a d'autres types de sociétés qui sont soutenues également par le IC Accélérateur. Ensuite, en termes d'actions qui sont menées par le PCN. Donc là, il y a mes collègues du PCN qui vont aussi intervenir, qui vont vous donner des éléments. On a répondu à une demande, on va dire, qui nous avait été exprimée dans la liste relais quand vous avez sollicité. Vous nous aviez fait part d'un besoin d'avoir en fait une page Internet qui récapitulait un peu tous les documents utiles. Donc, cette page existe. Là, vous aurez le lien sur la présentation. On a rassemblé là le Work Programme, le Guide for Applicants, la FAQ et le Investment Guidelines. D'ailleurs, le Investment Guidelines, je ne le trouve plus sur le site de l'OIC, mais il est disponible chez nous. Et il y a d'autres ressources, on va dire des ressources rassemblées par le PCN. On a fait des copies de la plateforme, des deux plateformes, de la short et de la full. Ça ne permet pas de rendre compte du côté interactif de certains points de la plateforme, mais ça permet de vous faire une idée des questions qui vous sont posées. Vous avez également le Financial Information, c'est le fichier en fait Excel qui est disponible sur la full à compléter et à télécharger sur cette plateforme. Le business plan, c'est en fait le document qui est généré à la fin de la candidature. Comme ça, vous pouvez voir un peu le rendu final si vous commencez à travailler en avance de phase avant d'avoir l'accès à cette plateforme. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on fasse une foire aux questions dans les prochains mois parce qu'on voit des questions qui ne sont pas couvertes par la foire aux questions de l'EIC et qui nous sont très régulièrement demandées. Donc, comme ça fera une ressource complémentaire pour vous. En termes de webinaire, donc on fait un webinaire aujourd'hui. On a un webinaire qui est prévu le 27 janvier qui sera fait avec ma collègue Elsa où on va balayer tout l'EIC. Donc là, ce sera moins détaillé sur l'EIC Accélérateur. Ce sera faire un peu la présentation de l'étendue globale de l'EIC parce qu'on connaît le Pathfinder, on connaît le Transition, on connaît l'accélérateur. Il y a aussi des prix annexes. Donc, comme par exemple le prix de la capitale européenne de l'innovation qui a été décerné à Marseille, enfin la métropole ex-Marseille l'a eu pour 2022. Il y a le prix des femmes innovantes. Donc, il y a la Nina Granucci, qui est la fondatrice de la société GreenSpot Technologies, qui est lauréate de l'IC Accélérateur, qui a obtenu ce prix-là. Donc, on pourra discuter en fait toutes ces choses-là. Il y a d'autres petits programmes annexes qu'on abordera. Et le 9 février, on va faire un nouveau webinaire où là, on rentrera peut-être plus dans le détail sur certains points clés de la candidature, comme la full en fait, ou les oraux, ou des points réguliers qui sont problématiques pour les candidats français ou candidats européens tout court. Donc voilà, un nouveau webinaire à noter dans vos agendas. Et ensuite, n'hésitez pas à nous solliciter si vous êtes dans l'écosystème pour organiser des webinaires en collaboration. Donc là, on a plusieurs webinaires qui sont prévus avec des pôles de compétitivité ou un autre qui réunit pôle de compétitivité, incubateur et CCI. Donc c'est pour nous l'occasion d'aller à la rencontre des écosystèmes et de faire des webinaires peut-être un peu plus centrés sur des thématiques précises qui permettent de rentrer dans peut-être certaines subtilités sur les thématiques. Ensuite, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour des rendez-vous individuels. Donc, on est 5 PCN. On peut faire des points avec vous si vous avez des questions spécifiques type « Est-ce que je suis pertinent pour le IC Accélérateur ?» On essaie souvent aussi d'avoir des points de vue croisés. Donc, on va venir à 2 PCN ou quoi parce que on s'en rend compte, on n'a pas tous la même grille de lecture. Certains vont considérer que des projets sont pertinents, d'autres non. Donc, c'est la possibilité comme ça d'engager une discussion et de vous donner toutes les clés possibles. On ne va jamais vous dire, voilà, n'y allez absolument pas. On pourra vous mettre des warnings, on pourra vous dire, si vous voulez tenter, allez-y. Nous, on n'irait pas ou quoi, mais on est là pour vous guider. Mais en aucun cas, on pourra vous empêcher de candidater si vous le souhaitez. On peut aussi faire des points pour discuter un peu plus stratégique sur comment déployer dans quel timing faire votre candidature, peut-être par rapport à vos levées de fonds, des choses comme ça. Donc, c'est des choses à considérer. Si vous êtes candidat, vous pouvez rencontrer des difficultés dans le montage de votre dossier. Donc, le PCN ne fait pas le travail d'un consultant, mais on a une vision peut-être plus transverse. On voit plus de dossiers, donc parfois sur des problématiques spécifiques qui peut être intéressant de nous consulter. On peut aussi intervenir dans des rapports d'évaluation quand on a eu un no-go ou quand on a eu un go, quand on est passé aux oraux par exemple en préparation, donc on transmet le rapport d'évaluation.
Comme ça, nous, on le consulte et on peut discuter avec vous des points qui ont pu nous sembler être des shortcomings, comme disent les évaluateurs européens. Essayez voilà, vous de travailler là-dessus. Ensuite, pour les lauréats, il faut encore, enfin, c'est pas normalement dans le cœur d'activité du PCN de faire du suivi des lauréats. Il n'empêche que du fait qu'il y ait eu des problèmes en 2021 et 2022, on essaie de garder un contact avec les lauréats, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter lorsqu'il y a des problèmes qui pourraient se poser lors des discussions avec le IC ou quoi. On peut essayer d'intervenir. Et nous, dans tous les cas, ça nous intéresse de savoir en fait ce qui se passe pour vous, comment la levée de fonds se passe, etc. Donc il ne faudra pas hésiter à nous donner les nouvelles si vous êtes lauréat ou nous solliciter si vous avez des problèmes. Ensuite, pour les ateliers, donc là, je vais laisser la parole à mon collègue Jérôme. Il va vous parler un petit peu de ce qui est fait en Auvergne-Rhône-Alpes et ce qu'on va essayer en fait de dupliquer dans d'autres régions. Donc, il y a des discussions en cours. Il y a d'autres régions où les EN sont déjà actifs. Je pense par exemple en Bretagne où les EN font beaucoup d'accompagnement sur le IC accélérateur en termes de relecture. Il y a d'autres régions. En Occitanie, ça va intervenir sur les oraux. Enfin, souvent, les EN sont actifs. Mais voilà, là où la chose est le plus formalisée, le travail avec le PCN, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et c'est mon collègue Jérôme qui travaille avec eux régulièrement. Donc, je laisse expliquer un peu les actions qui sont menées avec eux. Merci Gorka. Alors oui, effectivement, c'est une action qui a été menée depuis Horizon 2020, donc UH 2020, donc le programme cadre précédent, et donc qui a perduré sous Horizon Europe et avec succès. Alors juste avant d'en discuter un peu plus sur EEN, alors c'est pour Enterprise Europe Network, donc vous avez entendu beaucoup d'acronymes, donc j'essaie de dérouler celui-ci. C'est un réseau européen qui est cofinancé par la Commission européenne, qui est en France incarné, ça peut varier d'une région à une autre, par les agences régionales de soutien à l'innovation, par les CCI, par BPI France notamment, schéma qui peut varier d'une région à une autre. Dans le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, qui est également EN, qui est chef de file sur ces activités-là. Trois activités principales. Il y a une première activité, c'est des rendez-vous personnalisés où on va retrouver les personnes de EN et également PCN. Deuxième étape, c'est tout ce qui est atelier de relecture. Alors, pas sur la partie short application, donc la première étape, mais essentiellement sur la deuxième étape, à savoir la full application, qui est un dossier beaucoup plus important. Et là, au sein de ces ateliers de relecture, en règle générale, c'est des slots d'1 heure. Donc, il y a 1 heure qui est passée avec chaque entreprise. On passe en revue son dossier, la façon dont il a de présenter, notamment la partie pitch deck. Et quand je dis on, ça va être aussi bien les interlocuteurs EEN, donc Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et puis également les CCI, mais on va également retrouver les pôles de compétitivité dès lors qu'ils sont en cohérence avec la thématique qui est couverte par l'entreprise, et bien entendu PCN. Et troisième étape, qui va être évoquée, je pense à la slide suivante, c'est tout ce qui est pitch blanc. Donc là, c'est à destination des entreprises qui sont lauréates de l'étape 2, donc c'est-à-dire qui sont attendues pour l'interview, qui est l'étape 3 finalement. Donc ça aussi, on est dans le même schéma. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est souvent des entreprises qu'on a vues en atelier de relecture, donc on va pouvoir être capable de les challenger beaucoup plus que si on les avait vues sortir de nulle part. Voilà. Et ces éléments-là, nous en tant que PCN, on peut très bien faire l'intermédiation entre une entreprise de cette région, bien entendu, et puis les interlocuteurs sur ces activités qui sont vraiment à valeur ajoutée. Voilà. Et sur les autres régions, eh bien entendu, nous, on est preneurs. On sait qu'il y a des participants de l'écosystème régional des différentes régions, eh bien, de faire la même chose. On peut très facilement en discuter, voir quelle est la volumétrie attendue et quelle est la mécanique à suivre. C'est tout bon pour moi, Gorka. Bien entendu, s'il y a des questions, je suis à disposition. Ça marche. Merci, Jérôme. Donc, ensuite, la partie préparation aux euros blancs. Donc, c'est quelque chose qui était là encore fait avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qu'on a décidé de généraliser avec le PCN et toujours en lien donc avec les EN qu'a décrit Jérôme. Donc, on a fait un peu un test au deuxième cut-off de 2022. On en a fait, là, on a généralisé pour le cut-off de 2023. Donc, au total, on a dû voir une trentaine de sociétés qui passaient aux euros. Donc, nous, on commence à avoir, on va dire, on voit les retours des candidats qui passent aux euros, qui nous disent, voilà, le type de questions qu'ils ont eu. On peut discuter parfois avec des évaluateurs européens qui nous disent, voilà, en fait, on a
on pose ce type de questions, on identifie ce type de problématiques, etc. Donc, nous, on essaye de simuler en fait des oraux pour entraîner les entreprises. Donc, on fait ça PCN, EN. Si en fait vous voulez participer aux oraux blancs, vous pouvez ramener le cabinet de conseil qui vous a accompagné s'il y en a eu un, des pôles de compétitivité avec lesquels vous avez travaillé. On est en train de considérer la possibilité de faire venir des investisseurs que vous connaîtriez ou qui viendraient de notre réseau à nous. Et je vais laisser la parole à mes collègues Carole et Gilles, en fait, qui sont, on va dire, très impliqués sur la partie des oraux blancs, et je sais que c'est un exercice qui leur tient à cœur. Oui, merci beaucoup. Gorka. Oui, donc comme Gorka vous l'a dit, donc dans le mois qui va suivre votre acceptation, on l'espère bien sûr à la Full Proposal, vous allez devoir pitcher pendant 10 minutes en anglais et vous allez devoir répondre à 35 minutes de questions. Alors l'objectif de cet exercice, c'est quoi pour l'IAIC Jury? C'est bien sûr de bien comprendre votre stratégie commerciale, votre business model, et surtout de se dire est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas, et donc évidemment de bien comprendre aussi votre besoin en financement. Donc vous allez défendre votre projet devant un jury, enfin l'un des 11 jurys précisément, composés chacun donc de 5-6 experts donc évaluateurs. Comme l'a dit Gorka, il y aura aussi un gestionnaire de programme, il y aura un modérateur et puis il y aura aussi des observateurs. Et en fait, il faut comprendre que ces 66 membres du jury, donc 5-6 pour vous, sont principalement des investisseurs, c'est-à-dire des experts qui sont différents de ceux qui vous auront évalué en short et en full. Donc, il va falloir apprendre à parler leur langage, il va falloir apprendre à acquérir leurs réflexes, à rentrer dans leur mode de pensée, et donc ça s'avère complètement indispensable pour que vous puissiez être sélectionné. Et donc, comme l'a dit Gorka, et puis je vais bien sûr laisser Gilles s'exprimer, on essaie donc de vous challenger à travers donc ces fameux pitch blancs pour essayer de voir quelle est votre équipe de compétition, essayer de réveiller un petit peu en vous cet instinct entrepreneurial, de voir si vous arrivez à bien convaincre sur la technologie et sur l'innovation, parce que comme l'a dit Gorka, ok, ça a déjà été évalué, mais on s'est aperçu dans certains jurys, notamment dans le domaine de la santé, qu'on vous reposait tout un tas de questions pour vérifier effectivement votre technologie. Et puis enfin, ce que veut vérifier le jury, c'est est-ce que vous allez être, oui ou non, ce fameux game changer, c'est-à-dire est-ce que vous êtes capable de changer la donne et de faire en sorte donc que notre continent puisse poursuivre quelque part sa croissance. Voilà, donc comme l'a dit Gorka, l'entraînement intensif est vraiment totalement exigé. Donc vous allez être entraîné évidemment par votre écosystème, éventuellement votre consultant. Mais donc le PCN se propose aussi de vous entraîner, et je laisse Gilles poursuivre sur le sujet. Merci. Merci Carole, merci Gorka. Je pense Carole que tu as dit déjà beaucoup de choses. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Peut-être vous faire part aussi d'un retour que j'ai effectivement avec Carole. On a préparé aux Oraux Blancs beaucoup d'entreprises. Il y a quelque chose quand même qui m'a frappé, c'est le fait que souvent les entreprises et les consultants d'ailleurs, les conseils qui les accompagnent, finalement leur objectif c'est de franchir l'étape d'après. Donc en se disant bon bah d'abord il faut que je passe la short, et puis après si j'ai la short bah j'aurai la full, et puis une fois que j'ai la full bon bah je passe à l'oral, etc. L'oral, c'est un petit peu particulier parce que, comme Gorka l'indiquait, le pitch deck, en fait, il arrive au niveau de la foule. Et donc, on embarque un document qui est un document un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on veut passer évidemment la foule, on veut faire en sorte que les évaluateurs, le jury comprennent notre business, mais ce document, il va servir en fait à pitcher. Et là, de temps en temps, ça bug. On l'a vu avec l'ensemble des PCN, hein, et ça bug pourquoi? Et pourquoi ces présentations sont extrêmement hétérogènes? Parce que finalement, elles sont faites de temps en temps sans avoir vocation finalement à faire un pitch oral. Donc c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment, quand vous préparez la foule avec votre cabinet de conseil, vous mettre finalement dans une situation où vous allez passer à l'oral. Vous le faites tous, tout le temps. Vous présentez votre business à des investisseurs, à des partenaires. Donc voilà, donc ça c'est un élément quand même à prendre en considération de manière importante. On est arrivé, encore une fois, hein, pour
pour vous faire part d'anecdotes, notamment avec Carole, mais aussi avec nos autres collègues, à devoir faire du storytelling avec des candidats sur des présentations, en fait, où le storytelling, il n'était pas forcément ce qui était écrit sur les slides, pour vous dire à quel point, des fois, on est obligé de forcer ce dispositif. Donc, encore une fois, les résultats sont très bons des entreprises françaises par rapport aux entreprises européennes. Donc, on est déjà bon en termes de résultats, mais on pense que là, il y a un axe d'amélioration. Et il y a un axe d'amélioration, d'autant plus que par rapport à d'autres sociétés, on a, je dirais, deux handicaps au niveau des entreprises et des Français que nous sommes. Le premier, c'est la langue, parce que il faut s'exprimer en anglais, et donc c'est quand même pas forcément toujours aussi simple que ça. Donc ça demande de l'entraînement, évidemment, mais ça veut dire qu'il faut vraiment préparer cette partie orale. Et le deuxième point qu'on a pu voir par rapport à d'autres pitchs et d'autres présentations orales d'entreprises, c'est le fait que souvent les entreprises françaises et les entrepreneurs français sont presque trop modestes dans leur manière de présenter finalement leur entreprise. Donc il faut être un peu exalté, entre guillemets, parce que vous êtes dans un acte de vente, vous vendez, entre guillemets, votre business à des profils qui sont, pour certains, des investisseurs, donc ils veulent mordre à l'hameçon, quoi. Donc voilà, donc encore une fois, de la préparation, donc je ne reviens pas sur ce qu'ont dit mes collègues, et ravi de pouvoir vous accompagner. Et puis, dès la foule, préparez ça avec vos conseils, ce fameux pitch deck qui vous servira au niveau de l'oral. Et quand vous candidatez pour gagner. Donc, il faut prévoir le coup d'après et le coup d'après. Merci Gilles, merci Carole aussi. Ensuite, donc comme vous l'avez vu au tout départ, donc Gilles et Christian sont chez BPI. En fait, il y a des actions qui sont menées plutôt du côté BPI plutôt que du côté PCN. Et donc, je vais proposer à Christian de nous détailler un petit peu les actions qui sont menées de son côté chez BPI. Merci Gorka. Alors, deux points très simples. L'un, c'est une aide financière au conseil qui s'appelle Diageurope, qui est faite pour réduire le coût pour vous d'accès à une prestation de consultant spécialisé pour écrire la proposition Full Proposal. Comme l'a dit Gorka, c'est un travail qui est complexe, qui est très exigeant, c'est très sélectif, donc il faut être au tip-top, non seulement sur le plan du projet, mais sur le plan de sa présentation aussi, pour l'oral, mais aussi pour l'écrit. Et donc, dans la majorité des cas, j'allais dire la quasi-totalité des cas, il y a l'intervention de conseils en appui de l'entreprise qui vont prendre en charge une partie de la rédaction et de l'appui à l'entreprise. Donc, nous, on va financer 50% de la prestation avec 20 cas hors taxe maximum pour la prestation. Ça peut dépasser, mais on va prendre que ce montant-là maximum. Voilà, c'est bon, tu peux bien les coordonner, donc n'hésitez pas à prendre les contacts, contacter aussi le PCN pour qualifier votre projet, ça a été dit, c'est important. Voilà comment déposer la demande de diagnostic. Choix d'expert conseil, il faut que vous ayez votre expert, votre consultant quand vous déposez la demande. Nous, on répond très rapidement. Pour nous, le critère, c'est est-ce que le projet est qualifié, a des chances, selon la grille d'analyse qu'a expliqué Gorkas dans le cas de PCN. S'il y a des chances, nous, on y va, on vous accompagne avec cette aide au conseil. Voilà, et oui, peut-être un point quand même important, on peut vous recommander, vous proposer des consultants, mais si vous venez avec un consultant que vous avez choisi et qui est qualifié de notre point de vue, ça marche aussi, même si on ne l'a pas shortlisté avant. Ce qu'on demande, c'est que le consultant soit qualifié, c'est à votre bénéfice, c'est-à-dire qu'il ait des références et des résultats antérieurs. Voilà, merci Gorka, tu peux passer la suivante. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qui s'appelle le plugin. Alors, c'est une nouveauté de l'EIC en 2023. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait la possibilité pour les lauréats de 4 programmes nationaux, que vous voyez à l'écran, là, Innov, ILAB, Aide Deep Tech et French Tech Seed d'émergence. French Tech Seed, de déposer directement un dossier en full proposal, au niveau national qui finance des premières phases de développement et qui prépare sans doute des entreprises bien qualifiées pour déposer un dossier ISI accélérateur. Nous, on le pense aussi.
Et donc, on a commencé à travailler au deuxième semestre 2022 sur ce process. On a mis en place une petite mécanique qui est reproductible d'année en année et qui consiste à faire des sélections par génération de chacun de ces programmes et à proposer aux lauréats qu'on a identifiés de candidater avec notre accompagnement. Notre accompagnement, ça veut dire l'accompagnement PCN, l'accompagnement aide au conseil, si ça répond à votre intérêt en fait. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, si, plus important, on a mis une deadline au 20 janvier pour le premier batch du plugin. Donc, regardez bien vos mails. Si vous avez reçu un mail, vous l'avez sans doute vu, hein, mais on aimerait avoir un retour de votre part assez rapidement parce qu'on a un nombre de places limité. On en a 79 pour l'année. Et donc, il faut qu'on exploite cette possibilité. Voilà. Il faut qu'on prenne les 79 candidats volontaires et qualifiés. Donc, revenez vers nous si ça vous intéresse. Voilà. Merci Christian. Et voilà, comme il a dit, c'est pas en fait, on va dire, vous qui vous auto-qualifiez pour le plugin. C'est BPI qui a validé des métriques, enfin pas des métriques, mais des appels à projets nationaux avec des dates de début de projet, de fin de projet avec la commission et qui vous donne le droit d'accéder au plugin. Donc, et c'est pas parce que vous n'êtes pas vous ne bénéficiez pas du plugin que vous êtes désavantagé comparé aux autres. C'est juste deux voies différentes d'accès et voilà. Ensuite, donc on a fini la partie voilà, présentation du programme. Ça nous laisse une demi-heure de questions par rapport au temps qui était prévu. Donc si vous avez des choses à poser, donc là c'est Jérôme qui va prendre la main, qui va faire le modérateur sur la partie questions-réponses. J'ai pas pu consulter le chat, je vois qu'il y a des messages. Effectivement, il y a des premières questions, sachant que j'ai répondu à certaines questions par écrit, mais ça n'empêche pas de revenir sur ces questions-là pour qu'elles soient partagées avec tous. Première question, on parle beaucoup des deep tech. Est-ce le seul domaine ciblé? Quid notamment des PME qui visent des innovations organisationnelles ou les PME s'occupant d'accompagnement des personnes âgées? Personne n'est intéressé par la question, donc je vais y répondre. Typiquement, on est la liste des lauréats français, d'ailleurs européens, le démontre assez rapidement. On est essentiellement sur les entreprises deep tech. Quand je dis essentiellement, c'est 100%. Je ne vois pas des choses non deep tech, donc avec un très fort contenu technologique. Ça peut être discuté, mais en tout cas, c'est un très fort contenu technologique qui est financé aujourd'hui et des projets qui nécessitent une intensité capitalistique assez considérable. Justifiant sur la partie subvention une intervention publique sur le fait de devoir sauter des verrous technologiques et une intervention au capital pour ceux qui optent sur le financement blended parce que l'intensité capitalistique nécessaire. Donc voilà, on est surtout sur des projets deep tech. Voilà. C'est écrit d'ailleurs dans le programme de travail. Si vous voulez abonder, chers collègues, n'hésitez pas. Et on passe à la prochaine. J'ai entendu dire qu'en revanche, si on a déjà fait une levée de fonds, l'IIC ne sera pas forcément intéressé à soutenir un projet puisque déjà soutenu en termes d'equity. Confirmez-vous cela? Bien, je confirme l'inverse. Pour ma part, c'est que très majoritairement, les lauréats français, alors pas forcément l'exercice sur les lauréats européens, mais il y a des grandes chances que ce soit à peu près le même profil, les lauréats français sont des gens. S'ils sont arrivés sur de la deep tech, encore une fois, à TRL 5 ou 6, c'est qu'ils ont dû lever de l'argent. Et donc, les chiffres le montrent, ce sont des gens qui ont majoritairement déjà fait des tours de table. Et je pense que cette tendance-là lourde risque d'ailleurs de perdurer et même d'être renforcée. Donc, c'est plutôt une condition quasiment sine qua non plutôt d'avoir fait de levée de fonds plutôt que de pas avoir fait. Je peux compléter aussi peut-être ce que tu indiques, Jérôme, en indiquant que non seulement, effectivement, c'est ce qu'on remarque, hein, que les sociétés lauréates ont déjà procédé à des tours de table, mais en plus de ça, le fait de postuler à l'IIC Accelerator pose la question du timing par rapport aux prochaines levées de fonds. Donc non seulement les tours de table sont faits, mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'un certain nombre de candidats ou envisagent de faire une levée de fonds à peu près dans le même timing que l'IIC Accelerator, et ça a beaucoup de sens, notamment pour la partie equity et la partie co-investissement. Merci. Lorsqu'on parle de co-investissement,
la BPI, par exemple, est-il considéré comme des co-investisseurs potentiels pour atteindre les 30% d'Invest EIC? Alors ça, je pense qu'il faudra qu'on revienne d'ailleurs sur la notion des 30% d'Invest. Oui. Bon, voilà. Oui, bon, je peux répondre là-dessus. Oui, tout à fait. Ce qui est écrit dans le programme de travail, dans un document qui s'appelle Investment Guidelines, EIC Accelerator, c'est 50-50, c'est-à-dire que l'EIC interviendra au maximum 50% de la levée de fonds. Le reste des investisseurs peut être public ou privé. Il n'y a pas d'empêchement. Il y a des cas où il est arrivé que BPI France soit investisseur avec l'EIC en étant investisseur historique d'entreprise ou nouvel investisseur. Donc, en général, nous, quand on est investisseur dans un... D'ailleurs, oui, ça va corriger ce que j'ai dit juste avant, d'ailleurs, je m'en excuse. Nous, on co-investit toujours avec du secteur privé. Donc, si on est dans un investissement dans une société, avec l'IC, il y aura forcément du privé avec. Donc, voilà. Après, on s'adapte aux besoins et à chaque cas de figure, en fait. Mais l'IC, c'est max 50%. Et après, autre point qu'on a, alors je ne sais pas si on l'a abordé en parlant des co-investisseurs sur les profils qu'on appelle les lead investors. Lead investor ne veut pas forcément dire majoritaire du tour, mais par contre, la tendance est plutôt sur des investisseurs nouveaux. Donc, si vous avez un investisseur historique qui est prêt à suivre le tour de table, très bien, mais ce n'est pas forcément ce qui va être considéré comme un lead investor. Ce n'est pas forcément écrit tel quel, mais c'est ce qu'on observe, donc il faut parfois décoder entre les lignes. Ouais, c'est ce qu'on observe, c'est effectivement, il faudra un nouvel investisseur entrant en plus de l'IIC pour que ça puisse marcher de façon optimale. Peut-on faire l'étape 0, donc on va appeler ça pré-diag, avant les appels? Bah oui. C'est même ce qui est recommandé. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, vous pouvez aussi faire ce pré-diag sans peut-être jamais candidater à l'IIC Accelerator. Si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, vous pouvez très bien faire, même s'il n'y a pas l'ambition de candidater à l'Accelerator. Donc voilà, mais non, il n'y a pas de... Au contraire d'ailleurs, c'est un Ouais. exercice. Et j'allais même poursuivre en disant, vous avez le droit aussi de faire le diag, la short proposal et de jamais déposer en full proposal parce que par exemple, vous n'avez obtenu que 2 go sur 4 et vous vous dites, bon, ben, je suis peut-être encore un petit peu pas suffisamment mature et finalement, ben, je dépose pas, je fais ma levée de fonds et puis je déposerai plus tard. Et voilà, donc on a aussi la possibilité de sortir, si je puis dire, de l'IIC presque à tout moment. Est-ce que le diagnostic de l'étape 0, on reste sur ce diag ou pré-diag, est communiqué aux évaluateurs et connaît-on son impact sur le succès de la candidature? S'agit-il de simples conseils ou autre impact? Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, les évaluateurs, normalement, c'est marqué dans le work programme, ont accès à tous les éléments précédents. Mais après, quand, par exemple, pour le cas du plugin, il est demandé aux évaluateurs de ne pas tenir compte des... dans le souci d'égalité entre les gens qui ont fait le plugin et ceux qui n'ont pas fait ceux qui n'ont pas eu bénéficié du plugin et ceux qui n'ont pas bénéficié du plugin, de ne pas introduire de biais, donc en fait d'éviter de consulter ou en tout cas de ne pas tenir compte de ce qui a été fait avant, ça tend à montrer qu'il y a une importance qui pouvait peut-être exister, mais qui est en train d'être gommée. Bon, je pense pas que le diag, c'est vraiment quelque chose. J'ai déjà discuté avec des sociétés qui avaient un peu bâclé cette partie-là et ça les a pas empêchés d'arriver aux étapes suivantes. Donc, je pense pas que ça joue un rôle majeur. Ça peut être consulté, l'évaluation est accessible, mais sans grande importance à mes yeux. Ouais, je suis assez d'accord avec Gorka sur cette question-là. C'est-à-dire que je pense quand même que les évaluateurs restent quand même des vrais humains qui lisent vraiment les propositions et qui font vraiment des ESR en âme et conscience, si je puis dire. Donc pour moi, l'impact est très faible et comme Gorka, on a eu des cas de gens qui parfois avaient on va le dire comme ça, un positionnement de leur projet par rapport à la concurrence qui n'était pas forcément waouh et qui sont quand même arrivés jusqu'au stade des auditions. Donc comme Gorka, je pense qu'il ne faut pas avoir ça en tête, il faut faire les choses et puis avancer, voilà. Merci. Puis ce qui est à préciser quand même, c'est que
les évaluateurs sur la short application, donc la première étape, ont accès quand même à nettement plus d'informations que ce que vous avez pu fournir sur le prédiag, ne serait-ce que par le pitch deck, ne serait-ce que par la fourniture d'une vidéo de 3 minutes, et des questions qui seront beaucoup plus travaillées que sur un prédiag. Donc, bien entendu, c'est comme si on repartait à zéro. En revanche, Gorka l'a spécifié, c'est-à-dire qu'il faut 2 go sur 4 pour passer la full application. En revanche, 2 go sur 4 versus un dossier qui a eu 4 go sur 4, je pense que collégialement, on pense plus facilement que ça a un impact sur la suite de l'évaluation. Et statistiquement, aujourd'hui, c'est clairement démontré. Les projets qui ont eu 3 go sur 4, 4 go sur 4 sont très majoritairement parmi les lauréats, alors que les 2 go sur 4, on les trouve très rarement. Donc ça, c'est un point essentiel. Les commissions européennes nous a donné les chiffres. En revanche, ce qui veut dire, qu'est-ce qu'on fait de cette information-là, c'est que le taux de succès de la première étape est très élevé. C'est grosso modo 80% pour les candidatures françaises, 65% à l'échelle européenne. Mais même si un taux de succès élevé, il ne faut pas le prendre à la légère. Voilà. Et être déjà capable, quand je candidate à la short application, donc cette étape 1, d'avoir déjà comme si j'avais une grande partie des réponses à la full application, qui est l'étape d'après. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de digressions pour une simple question. 12 mois pour redépôt, cela signifie qu'on ne peut redéposer qu'une seule fois. Non. Non, alors non. en fait, quand vous allez, donc vous passez la short, vous avez 12 mois pour déposer en full, vous déposez en full, et mettons que vous attendez 11 mois et 30 jours pour déposer en full, vous faites votre dépôt, c'est pris en compte pour le prochain cut-off, ce sera lu à ce moment-là, et si vous avez un no-go, le no-go qui vous est donné vous donne le droit de recandidater pendant 1 an. Enfin, pendant 12 mois. Donc, en fait, vous pouvez avoir, mettons, vous faites un dépôt en short, vous êtes notifié du résultat de la short en février 2023, vous pourriez être convoqué aux oraux pour le premier cut-off de 2025, en fait, peut-être. En faisant le 1 an de délai de dépôt sur la short, plus le 1 an de redépôt sur la full. Merci. Autre question. Qu'entend-on par le business est censé être autoporteur, entre guillemets, puisque c'est une phrase de Gorka, comme critique de la part de l'Europe? En fait, c'était pas forcément le business était autoporteur, c'est plus la technologie autoporteur. Il y a certains, on l'a vu avec, je pense un cas avec Jérôme qu'on a vu aux Euros. C'est presque le déploiement commercial, les relations à établir avec les distributeurs et tout n'avait pas été considéré par l'entreprise. C'était presque notre technologie est belle, elle sera adoptée, point barre. Et c'est des choses qui sont parfois reprochées aux candidats français qui sont trop convaincus du côté on a fait une très belle innovation technologique et vont négliger les parties circuit de distribution, relations avec les commerciaux, la constitution d'une véritable équipe commerciale, etc. Et c'est ce côté-là, c'est plus le côté technologie autoporteuse qui était reproché. Merci. Et il est donc possible d'obtenir l'equity plusieurs fois sur le même projet à l'IIC Accelerator, cas de CoreWave. Point d'interrogation. Dans le détail, je ne sais pas exactement CoreWave, qu'est-ce qu'ils ont déposé. C'était la suite, donc j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec eux. Je ne sais pas si l'un des autres PCN a des informations sur ce dossier spécifique. Ouais, il y a une chose qui est pas claire pour nous, pour moi en tout cas, qui est une possibilité affichée de l'EIC, c'est de faire des réinvestissements dans le portefeuille d'entreprise soutenu, et le comment de faire des co-investissements n'est pas encore bien renseigné, parce que en fait la situation ne s'est pas encore posée, sauf peut-être dans le cas CoreWave où ça peut relever d'un réinvestissement dans une société du portefeuille. Le nombre de cas n'est pas suffisamment élevé pour qu'on puisse faire un retour d'expérience, mais le principe est bien là. Pour répondre aux besoins des sociétés accompagnées par l'IIC Accelerator. Oui, alors sachant que dans le cas de CoreWave, donc je suis d'accord avec Christian, on n'est pas capable de répondre de manière franche et définitive à cette question, mais en tout cas dans le cas de CoreWave, ça a été bien 2 projets
Ce qu'on ne sait pas et ce qu'on doit effectivement vérifier, c'est est-ce que le deuxième projet était la suite du premier, donc on ne peut qu'imaginer que oui, et quels étaient précisément les investissements à faire dans le deuxième projet par rapport au premier projet. Voilà, ça, on ne connaît pas suffisamment le détail du deuxième projet pour pouvoir vous répondre, mais oui, le principe est là. Néanmoins, réinvestissement ou pas réinvestissement, l'entreprise a été obligée de repasser dès la première étape, Bien dès la sûr. short application. Voilà. Non, parce qu'on C'est pourrait bien imaginer pour ça que j'ai une parlé logique de deux gestion de projets. portefeuille, de gestion de portefeuille, on pourrait passer par une tuyauterie un peu différente. Alors, il y a la question comment faire le pré-diag. Alors, je pense que le lien, je ne sais pas si est-ce que le lien hypertexte apparaît dans la présentation. Je pense que oui. Ouais. Et auquel cas, vous pouvez cliquer dessus et vous allez directement sur ce pré-diag. Alors, il y avait des questions. Pouvez-vous revenir sur le plugin et le détailler un peu plus? Donc, Christian, c'est chez toi. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le plugin il concerne les lauréats de 4 programmes, Innov, eLab, Deep Tech, Aide de Deep Tech et French Exceed. On est actuellement en phase pilote pour la commission. Ça vise à tester la faisabilité de ce processus. Nous, on y voit un intérêt parce que ce qu'on sait, c'est que les critères de sélection de la plupart de ces programmes sont très ressemblants à ceux de l'EXC Accelerator. Est-ce que c'est innovant, très innovant? Est-ce qu'il y a un marché significatif? Est-ce que l'équipe a les moyens de mener à bien son projet et de réussir? Donc, ça ressemble et on se dit, ben voilà, on a un bon canal pour peut-être d'une part simplifier un petit peu le process parce qu'il y a une étape qui est en moins, et d'autre part contacter des sociétés qui peut-être se seraient pas intéressées si on ne les avait pas contactées à ce programme IIC Accelerator. Donc voilà, donc on est dans phase pilote, on teste de notre côté, on veut pas faire de déçus non plus, c'est-à-dire qu'on a 79 places, donc on essaie d'ajuster, on a ajusté les générations de programmes, de lauréats qu'on a contactés de façon à pas avoir 10 fois plus de gens qui nous disent oui que le nombre de places, parce que là on va faire des déçus. Voilà, donc on aura le résultat des courses fin janvier pour voir si on n'est pas loin de l'objectif. Et puis, si vous n'avez pas été contacté ou que vous nous contactez trop tard, parce qu'on a, par exemple, en avril, et que vous me dites oui, moi je suis plugin et j'étais dans les sociétés contactées par BPI France et j'ai pas réagi, on vous dira on peut vous accompagner quand même avec PCN, avec une aide au conseil et la démarche est légèrement différente, mais on sera là pour vous accompagner, évidemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. En tout cas, on se tient à votre disposition s'il y a des points plus précis pour vous répondre en bilatéral. Vous pouvez m'envoyer un mail. Et peut-être le point principal, c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous a contacté par mail, normalement au niveau du dirigeant, avant Noël, et vous avez avec ce message toutes les informations relatives au plugin. Mais n'hésitez pas à nous contacter à l'issue de ce webinaire, évidemment. Merci. À noter, bien entendu, qu'on peut très bien être lauréat IIC Accelerator sans avoir été passé par la case plugin. C'est un élément essentiel à rappeler. Bien sûr, et on peut être lauréat eLab en 2021, par exemple, et on ne vous a pas proposé de participer parce qu'on sait que le calage en termes de fin de programme n'est pas celui qu'on a convenu avec la commission. On a convenu d'une articulation entre le projet qu'on a financé et la soumission. Très bien. Combien y a-t-il de dates par an pour la phase grand oral? Ça, c'est l'étape 3. Il y en a une par pool en fait. Donc c'est par exemple pour celle qui va arriver. Donc là, il y avait des entreprises qui ont candidaté au 11 janvier et elles vont passer aux euros. Donc ça reste à confirmer les dates exactes, mais c'est le 22 ou 27 février et le 7 mars.
Pareil, ensuite, au mois de mars, il y a un cut-off le 22. Il y aura une période d'euro qui suivra à peu près 8 à 9 semaines après, et etc. C'est comme ça toute l'année. Donc, 4 cut-offs, donc 4 périodes de passage aux euros. Merci. Alors après, il y a des questions qui sont très spécifiques à des projets, donc on ne va pas forcément les traiter là en séance, et donc ça fera l'objet de rendez-vous individualisés. Donc il y a des discussions qui ont été menées en parallèle. Autre question, ma société est lauréate Innov. Je vais sauter l'étape plugin puisque ça a déjà été évoqué. En revanche, dans quelle mesure les projets doivent être très différents entre un projet qui a fait l'objet d'un financement Innov et d'un projet ISI Accelerator? Alors, je vais peut-être répondre, en tout cas faire la première partie de la réponse. Justement, ils ne doivent pas être différents parce que l'idée du plugin, c'est qu'il y a une phase R&D qui a été financée par des fonds nationaux. Cette phase R&D, elle a permis d'amener la technologie ou les produits à un certain niveau de TRL. Et c'est à ce moment-là que le ISI Accelerator prend le relais avec une subvention et du capital. Donc, par défaut, c'est le même projet, mais dans une phase plus avancée, plus proche du marché. Après, ça c'est le cas type. Après, chaque entreprise et histoire est différente, donc il peut y avoir eu des adaptations, des changements d'orientation voilà, par rapport au développement qui a été fait, à l'évolution du marché et autres. Donc tout est possible, mais par défaut, on parle bien du même projet, de la même technologie. Si, mais bien entendu, pas de la même assiette, parce que du coup, ça rebondit dans le chat, mais pas de la même assiette. Voilà. Même projet, ça veut dire, ou même techno, ou même brique techno, ou met le terme qu'on veut, mais c'est pas le même phasage, c'est pas la même phase, et donc pas les mêmes assiettes de dépenses, c'est pas le même temps homme/femme, c'est pas les mêmes achats, etc. Parce que sinon, on est. Ouais, absolument. Mais justement, c'est pour ça que je parlais du cadençage, c'est-à-dire que les sociétés qu'on a contactées pour faire pas de plugin, c'est normalement des sociétés pour lesquelles le recoupement d'assiettes ne se pose pas. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir deux dépenses de R&D potentiellement finançables 2 fois ou financées 2 fois. Très bien. J'ai le sentiment que la cible de l'IAIC Accelerator est plutôt réservée à des startups qui sont déjà bien structurées, déjà présentes sur le marché ou en passe de l'être. Est-ce exact? Ça dépend, tout dépend chaque cas est différent. Si je fais référence aux sociétés du quantique, par exemple, il y a des lauréats quantiques bien connus, type Pascal, et il y en a d'autres français, là, avec des Alice et Bob. Ce pas des entreprises, à ma connaissance, qui sont réellement encore sur le marché au sens chiffre d'affaires et produits commercialisés. Pareil dans la santé, on est souvent loin du marché. Par contre, il y a des sociétés qui sont effectivement en phase de première commercialisation. Donc, c'est difficile de généraliser. En revanche, je rebondis sur le fait d'être bien structuré. Oui, toute évidence, il y a eu une équipe solide qui, en règle générale, a été aidée par le fait qu'il y ait eu une levée de fonds et qui ont, a priori, une pépite entre les mains. Mais on peut très bien structurer avec une technologie qui manque encore de maturité pour imaginer faire 1 euro de chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça, et je pense qu'on peut faire la distinction entre le projet porté par un chercheur qui sort dans le laboratoire où il y a plein de choses à faire, où il n'y a pas d'équipe, et un projet qui a déjà gagné en maturité, ne serait-ce que par l'équipe, par des POC, par des choses comme ça. Oui, peut-être pour oui, compléter. Puis je pense que. Oui, vas-y. Pour compléter sur la partie commerciale, effectivement, même si le degré de maturité n'est pas très élevé au niveau de la mise sur le marché, c'est quand même important pour les personnes du jury de bien comprendre finalement ce que vous allez faire et surtout votre compréhension de votre propre business. Parce qu'on a vu des dossiers finalement qui étaient extrêmement forts sur la partie amont, mais beaucoup moins sur la partie déploiement commercial. C'est pas parce qu'on le fait pas, c'est pas parce qu'à la limite on est en cours de recrutement qu'on n'a pas une vision qu'on peut partager. Et ça, je pense que c'est un élément important pour toutes les boîtes. Ouais, si je peux me permettre de compléter, si je devais répondre à la question, j'aurais quand même plutôt tendance à dire non.
C'est-à-dire qu'on voit quand même que l'IA ici, c'est un large scope de cas comme l'a rappelé Christian, complètement différents. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas s'auto-exclure de l'IA ici, au moins avant d'essayer la short. C'est-à-dire que, enfin, un rendez-vous avec nous, comme l'a rappelé Jérôme. Bon, là, on échange avec vous, on voit si ça vaut le coup ou pas que vous passiez au moins la short, même si bien sûr, on anticipe toujours le coup d'après. Mais moi, j'ai vu des startups, j'en suis désolée, mais qui n'étaient pas du tout installées et qui ont gagné l'IA ici. Donc, ça dépend du cas, ça dépend du secteur, ça dépend de pas mal de choses et ça dépend aussi des projections que vous êtes capable de faire, notamment évidemment sur le déploiement sur le marché. Il peut ne pas avoir été bien sûr effectué, mais par contre, il va falloir que vous prouviez que vous aviez les capacités de faire en sorte que le cheval il gagne la course et que donc vous alliez vraiment pour de vrai à déployer l'innovation sur le marché. Voilà, donc je dirais non. Très bien. Et puis je crois qu'on a purgé l'ensemble des questions. Après, des questions, comme j'ai pu l'évoquer, qui sont très spécifiques, qui doivent faire l'objet d'un traitement au cas par cas. Vous avez l'adresse générique du PCN qui flèche vers nous 5. Et puis Gorka, dans sa qualité de coordinateur, vous ventilera en fonction des projets et des agendas de chacun. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Oui, merci tout le monde d'avoir été présent et bon, comme l'a dit Jérôme, petit message à l'adresse générique si vous avez la moindre question et puis je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes pour faire un point ou si j'ai la réponse, y répondre immédiatement. Voilà. N'hésitez surtout pas. Merci, bon après-midi à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.